Ok, donc je vais essayer en 15-20 minutes maximum là, de vous parler de tuberculose et genre. Alors d'un point de vue plus biologique, je suis biologiste, microbiologiste et non pas sociologue. Juste quelques mots sur la tuberculose, mais vous savez peut-être des choses déjà. C'est la maladie la plus meurtrière, maladie infectieuse la plus meurtrière, avec encore quasiment 1,8 million de décès en 2016, d'après le dernier rapport de l'OMS, et qui touche principalement les pays du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, mais également Europe centrale, Europe de l'Est. Certains pays de l'Union européenne sont particulièrement touchés. On n'est pas à l'abri, notamment les phénomènes de migration actuels apportent pas mal de cas de tuberculose, dont des tuberculoses résistantes, qui est un problème particulièrement préoccupant, avec en 2016 600 000 cas de tuberculose multirésistante aux antibiotiques. Donc ça veut dire résistante au moins à 2 antibiotiques qu'on utilise en première intention, ou extrêmement résistante, donc résistante à ces antibiotiques et aussi à des antibiotiques de seconde intention. Bon, c'est une maladie ancienne chez l'homme qui a été détectée depuis longtemps, qui est due à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. En fait, c'est une famille de bactéries qui forment un complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a un vaccin qui a été inventé par 2 Français que vous connaissez tous, qui s'appelle le BCG, qui est plus obligatoire en France, en tout cas partout, et dont l'efficacité est relativement inégale selon les endroits où il est administré, pour différentes raisons. Donc on cherche un vaccin meilleur que le BCG. On a 4 antibiotiques, mais comme je vous l'ai dit, il y a des résistances qui émergent de plus en plus, et donc il faut d'autres antibiotiques. Et donc voilà la situation, plus de 10 millions de cas par an de tuberculose, et 1,7 million de décès de tuberculose, c'était en 2016. Alors, là, on commence à toucher la question du genre, ou du sexe, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser. C'est un problème qui est assez intéressant dans la tuberculose, c'est ce qu'on appelle la tuberculose active versus la tuberculose latente. Donc en fait, je vais l'illustrer avec cette photo. Si vous prenez une photo comme ça dans la rue de ces personnages, dans un pays endémique pour la tuberculose, statistiquement, vous trouverez un patient tuberculeux. Et statistiquement, ce sera un homme, et statistiquement, il sera plutôt jeune. Ce que vous ne voyez pas sur la photo, donc ce patient-là, il est malade, donc il tousse, il est contagieux. Ce que vous ne voyez pas sur la photo, c'est tous ceux-là qui sont atteints de ce qu'on appelle tuberculose latente, c'est-à-dire des personnes qui ont été exposées au bacille de la tuberculose, qui ont contenu l'infection, et qui ne sont pas malades, pas contagieux, mais qui sont à potentiel risque de réactivation de la maladie. Voilà. Donc on estime, bon c'est des estimations, hein, que quand vous êtes exposé au bacille de la tuberculose, dans 5% des cas, vous développez ce qu'on appelle une tuberculose primaire, c'est-à-dire dans les mois qui suivent l'infection, mais dans la majorité des cas, et puis dans 5 autres pourcents, vous développez une tuberculose secondaire des années plus tard, après l'infection, et il y a eu des études génétiques qui ont montré qu'on pouvait développer 40 ans après l'exposition au bacille une tuberculose. Mais la conclusion quand même, c'est que globalement, il y a deux faces à la médaille si vous voulez, globalement, chez 90% des gens, il n'y a pas de problème. Donc le système immunitaire, chez des gens immunocompétents, hein, je ne parle pas de cas d'infection VIH, se débrouille plutôt bien avec le bacille de la tuberculose. Cependant, si on calcule au niveau de la population mondiale, l'OMS estime qu'un quart de la population mondiale est infectée de façon latente. C'est-à-dire tous ces gens-là, donc qui sont évidemment à risque de réactivation en permanence. Alors, donc maintenant on touche la question du genre ou du sexe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ou là? C'est une combinaison de facteurs, c'est une maladie qui est très compliquée, qui n'est pas du tout monofactorielle. Bon, évidemment, la co-infection par le VIH augmente par des logs le risque de faire une tuberculose. On sait très bien que la nutrition joue un rôle dans la protection contre la maladie. On a de plus en plus de mécanismes moléculaires qui sont connus pour protéger de la tuberculose, notamment beaucoup d'études sur la vitamine D. L'hygiène, le diabète, un facteur très aggravant pour la réactivation de la tuberculose. L'âge, comme je vous l'ai dit, les tuberculoses pulmonaires touchent plutôt des adultes. Les enfants, les petits-enfants ont plutôt tendance à faire des tuberculoses disséminées, méningées, qui sont graves mais qui ne sont pas contagieuses.
Les souches de tuberculose, donc je vous ai dit, c'est une bactérie, mais en fait c'est une famille de bactéries, c'est assez complexe, avec des sous-familles, si vous voulez, et il y aurait des sous-familles plus virulentes que d'autres. Le background génétique de l'hôte, donc il y a des mutations qui sont connues pour prédisposer, augmenter la susceptibilité de l'hôte à la tuberculose. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la transmission mendélienne de mutations graves dans des gènes hyper importants d'immunité. Hein. C'est des mutations qui ont des effets relativement faibles, mais qui combinées, et qui sont plutôt fréquentes, mais qui combinées augmentent la probabilité de développer une tuberculose. Et finalement, le genre, avec un ratio homme sur femme d'1,7 en moyenne. Alors, on avait étudié ça avec mon ami Louis Quintana quand j'étais encore à l'Institut Pasteur, donc il est généticien des populations à l'Institut Pasteur, et on avait publié une revue qui était essentiellement basée à l'époque, donc c'était en 2007, sur les notifications, c'est-à-dire en fait les cas rapportés à l'OMS. Donc tous les dispensaires, les hôpitaux, etc., partout dans le monde, font remonter, par le biais des ministères, etc., toutes les données à l'OMS. Et donc ces données sont disponibles sur le site internet de l'OMS. Et vous avez sur cette carte une distribution de camembert, en fait, qui représente en rouge les hommes et en bleu les femmes. Et vous voyez que absolument partout dans le monde, on a entre 2 tiers, 3 quarts des tuberculeux qui sont des hommes. Sauf Afrique subsaharienne, où là, le facteur co-infection VIH est absolument trop confondant et dépasse en fait le facteur sexe. Alors ça, c'est des études de notification, c'est-à-dire en fait, ça suppose que le patient ait été au dispensaire, se soit senti malade, ait fait la démarche d'aller se faire diagnostiquer, et ait été diagnostiqué, etc. etc. Donc, alors ça c'est une autre forme de représentation des données que je viens de vous montrer, simplement selon les différentes régions du monde. Bon, en gros c'est partout le cas, chaque point c'est un pays là. Alors une chose intéressante sur laquelle je reviendrai, c'est que cette différence homme-femme, on la voit après la puberté. On ne la voit pas avant. Donc c'est-à-dire ici. Là, avant 14 ans, on n'a pas de différence significative entre les garçons et les filles. Alors, donc, et c'est là qu'il faut parler de prévalence. C'est-à-dire que, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Marc, c'est intéressant. C'est-à-dire que, quand on regarde donc, les cas notifiés à l'OMS, il y a plus d'hommes que de femmes. Et il y a une littérature qui a été générée dans les années 70, 80, 90 sur les barrières sociales posées aux femmes pour aller se faire diagnostiquer et soigner. C'est-à-dire, on disait, les hommes ont plus accès, ont de meilleurs accès aux soins, aux dispensaires, etc. Donc ils sont plus diagnostiqués. On les diagnostique, par exemple, quand ils vont au service militaire, donc de fait, c'est plus des hommes que des femmes. Mais les femmes sont, disons, pénalisées dans leur accès aux soins. Et c'est le message vraiment qui a prévalu. Et il y a des revues à l'appel là-dessus. Alors, là où ça devient plus intéressant, c'est quand on fait des études, non pas de notification à l'OMS, qui suppose toute une chaîne de processus, mais ce qu'on appelle des études de prévalence sur le terrain, c'est-à-dire que vous avez des équipes qui partent dans les villages en Afrique ou en Asie, ou en Amérique du Sud, et qui vont demander à ceux qui veulent bien, en leur expliquant, de se faire diagnostiquer. Et à ce moment-là, on élimine toutes les barrières, accès au dispensaire, la démarche, la stigmatisation qui accompagne éventuellement la démarche, etc. Donc on réduit, on n'élimine pas, mais on réduit en tout cas ce biais de faire la démarche d'aller vers le soin. Et alors, donc, une étude vient d'être publiée en 2016 par ces auteurs. Alors, nous, on avait commencé à regarder ça dans l'étude précédente avec Louis Quintana, mais il y avait quelques études de prévalence sur lesquelles on s'était basé pour dire qu'il n'y a pas que... qu'on pensait qu'il y avait un réel facteur d'augmentation du risque chez les hommes par rapport aux femmes. Mais cette étude de 2016, c'est une méta-analyse de 88 études dans 28 pays qui regroupent plus de 3 millions de participants. Des études de prévalence, je parle, hein, de prévalence. Et vous allez voir la conclusion de cette étude, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, c'est probablement l'inverse, c'est les hommes qui ont un problème d'accès aux soins plus que les femmes. Donc on rejoint ce que tu disais, qu'on se réintéresse
à la santé chez les hommes. Et la conclusion de l'étude, ce n'est pas une étude sur les risques biologiques, on est plutôt dans les comportements et la sociologie. La conclusion de l'étude, c'est vraiment, il faut réexaminer ce biais dans lequel, en fait, selon les auteurs, les hommes sont pénalisés et non pas les femmes. Enfin, non pas, moins les femmes. Alors, juste quelques chiffres pour avancer. Voilà, ça c'est les figures que vous trouverez dans l'étude. Bon, peu importe les détails. En rouge, c'est 1 pour 1, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes. Bon, vous voyez qu'on est à chaque fois à droite, c'est-à-dire plus d'hommes que de femmes. Donc en prévalence, voilà les résultats de l'étude. Selon qu'on se base sur des données de bactériologie, c'est-à-dire on détecte les bactéries en culture ou par examen des crachats, c'est en gros les mêmes résultats. On a 2,2, 2,5 fois plus d'hommes que de femmes en prévalence. Là où ça devient aussi intéressant maintenant, c'est si on regarde le rapport prévalence-notification. C'est-à-dire, donc, la prévalence dit qu'il y a plus d'hommes tuberculeux que de femmes tuberculeuses quand on va les chercher. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils vont au dispensaire se faire diagnostiquer? Eh bien, il y a un excès. Donc, vous voyez, le ratio prévalence sur notification, il est de 2,6 chez les hommes, mais il est seulement, entre guillemets, de 1,6 chez les femmes. Ce qui fait dire aux auteurs que les hommes rencontrent plus de barrières que les femmes pour aller au dispensaire, pour résumer. Hein. Ils évoquent des facteurs tels que, par exemple, l'image de la masculinité pour les hommes. La tuberculose, c'est une maladie qui est particulière, parce que c'est une maladie qui a longtemps été considérée comme une maladie romantique, dans laquelle les patients présentent vraiment des signes d'amaigrissement, de pâlissement, d'affaiblissement. Et tout ça va contre l'image de la masculinité, et c'est un des facteurs que les auteurs évoquent pour expliquer leur conclusion. Il me reste combien de temps? J'ai 10 minutes. Donc voilà, pour avancer, juste donc comportement et physiologie. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la... Alors donc comportement, moi je ne suis pas sociologue, donc j'imagine qu'il va y avoir des études qui vont un peu aller réexaminer ce dogme que les femmes ont moins accès aux soins que les hommes en ce qui concerne la tuberculose. Pour ce qui concerne la biologie, on peut évoquer évidemment deux, ça a été évoqué à l'introduction par Jean-Louis, deux raisons. D'abord, des facteurs génétiques. On sait qu'il y a des mutations dans des gènes qui codent des protéines qui protègent contre la tuberculose qui sont portées par le chromosome X. Bon, j'en ai mis quelques exemples ici. Par exemple, cette sous-unité de la phagocytoxydase, qui est une enzyme extrêmement importante pour générer des radicaux libres et lutter contre la bactérie, avec toutes les limites qu'ont ces études génétiques. Souvent, la taille des populations est relativement faible, les études ne sont pas reproduites dans d'autres populations, la stratification des populations n'est pas prise en compte. Il faut vraiment se méfier avec ces études d'association. Et puis évidemment, les hormones sexuelles. Je vous ai montré tout à l'heure que ce biais homme-femme devenait vraiment marqué après la puberté. Donc ça fait évidemment penser à un rôle des hormones sexuelles. Qu'est-ce qu'on sait dans le cas de la tuberculose? Eh bien, rien quasiment, paradoxalement. Alors, il y a quelques études chez la souris qui ont été menées sur d'autres bactéries intracellulaires et marinum qui sont un peu proches de tuberculosis, qui ont montré que le traitement de femelles ou de mâles castrés avec des hormones pouvait modifier la susceptibilité à l'infection, etc. Donc bon, des études assez sommaires. Chez l'homme, il y a deux études qui sont connues, qui sont relativement remarquables, parce qu'évidemment, ça serait infaisable aujourd'hui. C'est une étude qui date maintenant, une observation qui avait été réalisée dans un hôpital pour les malades mentaux aux États-Unis et où un certain nombre d'hommes étaient castrés. À ce moment-là, on a noté que 8% de mortalité due à la tuberculose chez les hommes castrés versus 21% chez les hommes non castrés. Bon, là, c'est une étude de terrain. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. L'exposition sexuelle. Dans les établissements pour malades mentaux, il y a quand même une sexualité. Oui. Ça se transmet pas sexuellement. Non, t'as pas besoin d'être collé. Non. Et inversement, des femmes ovarytomisées, ça c'est une étude qui était en Suède, 7% de mortalité versus seulement moins de 1% dans la population, chez les femmes dans la population générale.
Donc évidemment l'idée d'un rôle des hormones sexuelles. Ça c'est un schéma qui résume un peu l'immunité antituberculeuse. Je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, une immunité protectrice qui est médiée par les lymphocytes dits TH1. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais c'est pour résumer et aller vite. La formation de ces lésions dans les poumons qu'on appelle les granulomes, c'est ça qui fait que vous êtes protégé ou pas contre l'infection. Si ce granulome se forme bien, l'infection est contenue dedans. Si la bactérie se remultiplie, il y a une hyper-exacerbation de la réponse immunitaire qui conduit à une inflammation et une destruction du tissu dû à de la nécrose. On sait que les hormones sexuelles, ça a été évoqué, je le réévoque là, c'est évoqué dans cette revue également, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, ont un rôle, des rôles multiples sur ces cellules immunitaires, notamment ces cellules TH1 protectrices. Voilà. Donc, rien n'a été fait dans le cadre de la tuberculose en termes expérimental et biologique, et on a eu la chance cette année d'avoir un projet ANR financé sur ce sujet, qu'on a appelé Gender TB, et en collaboration avec un chercheur à Toulouse qui est Jean-Charles Guéry, qui travaille sur le rôle des hormones sexuelles, notamment dans les maladies auto-immunes, et qui a des modèles de souris inactivés dans les récepteurs d'œstrogène ou la testostérone. Et donc, on va générer des modèles de souris sur des fonds très intéressants dans le cadre de la tuberculose. C'est des souris qui reproduisent un peu les lésions qu'on observe chez l'homme, contrairement aux souris classiques, Black Six et valves. Et on va créer des modèles dans lesquels on pourra dépléter conditionnellement ces récepteurs aux œstrogènes ou aux androgènes dans des compartiments de cellules immunitaires d'intérêt. Et on va étudier la susceptibilité de ces souris à l'infection avec différents paramètres mesurés et des études chez l'homme au parallèle. Voilà, j'ai fini. J'espère que je suis dans les temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, je voulais intervenir sur il y a eu une épidémie chez les homeless à New York, en population cachée. Et effectivement, il y a eu des travaux qui ont marqué qu'il y avait une difficulté d'accès, mais il y avait un facteur de confusion qui était la race, en fait, ce qu'on n'a pas en France. Il y a une notion de masculinité qui est différente chez les populations noires et blanches. Et que les populations noires accédaient beaucoup moins aux soins, non pas pour des statuts socio-économiques, mais des statuts de représentation de la masculinité. C'est vrai que c'était très intéressant. Il y a effectivement des facteurs de confusion qui interviennent, notamment sur l'accès aux soins des hommes. Et puis sur le dépistage, donc je vois Caroline Allhomme qui est par là, mais qui a travaillé sur le dépistage du cancer du col à La Réunion. Et là, c'était l'inverse. On avait des facteurs, des barrières qui étaient dues à la présence d'un compagnon qui avait des problèmes de domination masculine. Il y avait ce genre de choses qui intervenaient aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours sur des problèmes d'accès, il faut vraiment... C'est multifactoriel. C'est très bien. D'autres questions? Oui, ton modèle là, qui est extrêmement intéressant chez la souris, comment tu vas pouvoir l'extrapoler à la compréhension de ce qui se passe chez les humains, où on a cette complexité liée effectivement à l'âge qui va intervenir, à l'existence ou non de contraception, par exemple. Je veux dire, qui fait que ça devient de plus en plus complexe, en fait. Bon, l'étude, elle est clairement basée sur... Donc elle est biaisée sur la souris. On verra ce qu'on va trouver. On n'a aucune idée de ce qu'on va trouver. Enfin, comment on pourra extrapoler, on verra. Tu vois. Je sais pas très bien. Comment ça se fait que depuis les années 2000, parce que c'est pas sûr, on l'a vu passer, il n'y a rien, il n'y a aucun travail. Là, je suis content de voir ce qu'il y a ça. C'est super, mais c'est un projet qu'on a soumis 3 ou 4 fois, si tu veux, ça passe pas. Des projets, alors, parce que nous, moi j'ai la même expérience, c'est des projets qui sont difficiles à faire financer. Parce qu'il y a une espèce de réticence. Voilà. Moi, je me suis fait, où les gens qui travaillent avec moi se sont fait rejeter dans tous les appels d'offres, quasiment, parce que c'est un sujet qui bloque. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Et moi, quand j'en parle aux gens, alors donc il y a cette idée dominante que les femmes ont moins accès que les hommes aux soins. Bon. On ne va pas chercher plus loin. Il y a l'idée aussi que c'est pas un sujet. Et que c'est pas un sujet, oui. Ça, c'est vraiment un retour de balancier. Oui. Maintenant, on essaie de rééquilibrer, on est parti dans un sens qui était nécessaire à un moment donné. C'était vrai dans les années 70, oui. Qui est sans doute nécessaire, mais il faut arrêter maintenant. Il faut réévaluer la réalité des choses. Oui. Donc si vous voyez passer des appels d'offres avec ce type de projet, il faut les soutenir.
On remercie nos référés, ça a été pas facile. Oui, les tuberculoses disséminées, on dit qu'elles sont plus fréquentes chez les femmes. Oui. C'est vrai. C'est pas tellement surprenant si on considère l'effet délétère des androgènes sur la réponse TH1. La réponse TH1 est nécessaire pour former le granulome et pour contenir l'infection dans le poumon. Voilà. On est dans un contexte plutôt TH10. Ouais. Caricaturalement. Et Et est-ce qu'il y a plus de tuberculose disséminée chez les femmes enceintes? Je sais pas. En termes d'épidémie sur les populations cachées, parce que dans les pays occidentaux, c'est toujours les populations cachées qui sont atteintes de tuberculose anglaise, étrangers, migrants. On a très peu de données. Oui. On s'étend peut-être la prévalence réelle de... Elle est estimée en France, alors je l'ai vu ça, c'était je ne sais plus quelle agence de santé. En France, par exemple, Elle est sous-estimée, non? je ne sais pas si elle est sous-estimée, mais elle est énorme hein, dans les populations de homeless. Pareil, l'incidence générale en France, on est de l'ordre de 5 pour 100 000 actuellement, c'est-à-dire c'est très faible. Il y a des populations de homeless où ils sont montés à 150 pour 100 000. Avec l'immigration, Ça augmente déjà, l'immigration et puis la paupérisation de certaines dans le 93, dans le 10e arrondissement de Paris, ça augmente. On le sait. d'autres questions? Merci beaucoup. Et en région PACA.